Tu vas chercher, Maintenant, là tu es sur le chat, voilà. Tu toi, je te reviens, dis que j'ai voilà, c'est une bon. maladresse. Et là tu prends celui-ci Voilà, c'est bon. et je valide ici et c'est bon. OK. Normalement, vous devriez voir l'écran. Avec autre chose qui se balade. Non, ça c'est pour nous, je pense. C'est pas forcément. Oui, c'est bon. Voilà. Clément me dit qu'il est bon. Donc, OK. la parole est à toi, Thierry. Bien, écoute, Julien, je te remercie de m'avoir convié. En fait, le rendez-vous, nous l'avions déjà pris l'année dernière, mais je ne sais plus ce qui s'était produit. Ça n'avait pas pu. Nous, on avait même fixé une date, mais en fait, il y avait eu un problème interne. Je ne sais plus si c'était de ton côté ou de mon côté. Enfin, mais donc, j'étais heureux de pouvoir renouveler euh, ce rendez-vous. Alors, comme vous l'a signalé indirectement, Julien, il a bien souligné le fait que le mot roman, je le mets entre guillemets. Et c'est pour vous dire que l'approche que je vais prendre ici n'est pas une approche à proprement parler économique ou financière, mais plutôt une approche politique, comment la dette chinoise de l'Afrique a été utilisée pour écrire un récit, pour raconter une histoire, pour lancer des politiques, pour redéfinir ou tenter de redéfinir des relations, que ce soit entre la Chine ou l'Occident, ou la Chine et l'Afrique, etc. Donc, je vais faire quelque chose qui est autre qu'une approche strictement économique ou financière. Et pour ce faire, je vais aussi, pour commencer très rapidement, faire un petit historique des relations entre l'Afrique et la Chine, en disant qu'il y a grosso modo eu trois périodes. Une première période qui est celle qui précède de fait la révolution culturelle, pendant laquelle l'intérêt de la Chine pour un certain nombre de pays africains rentrait dans sa stratégie de définition de sa place politique sur la planète. Donc, c'était une aide aux pays qui tentaient d'acquérir leur indépendance. Et le cas le plus emblématique, ou parce qu'il est le premier en fait, c'est le cas des relations entre la Chine et l'Algérie, où la Chine, qui était très pauvre, considérablement pour les moyens dont elle disposait à l'époque, tenté d'aider le GPRA en lui envoyant des choses qui peuvent paraître un peu ridicules vues d'aujourd'hui, comme des sacs de poivre ou des pelles de pioche, ou bien alors des cartouches qui n'étaient pas utilisables par les, par les gens du FLN, etc. Mais il y avait donc cette volonté qui s'est continuée à s'affirmer. Disons que ça, c'est certainement ce qui marque la première étape, c'est cette volonté politique de la Chine que pour définir un certain nombre des relations avec un certain nombre de pays du tiers-monde qui soient donc en dehors des relations strictes avec l'Union soviétique ou avec l'Occident. La période suivante, qui est la période qui va, en fait, grosso modo, de la révolution culturelle jusqu'à 1989, a été une période pendant laquelle la Chine a magnifiquement ignoré l'Afrique, pour des raisons bien simples, c'est que de toute façon, elle n'avait pas réellement les moyens de sa politique ou d'une politique africaine. 1989 est un tournant majeur, en ce sens que les massacres de Tiananmen ont été un véritable choc pour le gouvernement chinois qui croyait acquis que les pays occidentaux allaient l'aider tant du point de vue économique que du point de vue politique. Et là, les sanctions qui ont été édictées par les pays occidentaux lui ont montré que les pays occidentaux, s'ils étaient intéressés par la Chine d'un point de vue économique, peut-être que du point de vue politique, la Chine représentait beaucoup moins ou un intérêt bien moindre pour les pays occidentaux et qu'il importait à la Chine de trouver d'autres appuis ailleurs. Et la réaction a été de ce fait très très rapide à ce moment-là, car parmi les pays de la planète, les pays africains sont les pays qui ont montré, dirons-nous, le plus d'empathie, voire de sympathie à l'égard de la Chine dans ce traitement des manifestations
de Tiananmen, il y a eu des messages de félicitations, un certain nombre de messages plus neutres, et par ailleurs, pour dire nous, en fait, dans l'ensemble, les pays africains ont donné le sentiment qu'ils soutenaient la Chine. Le résultat immédiat a été qu'à partir de 1990, tous les ans, les 3 premières visites entreprises par le ministre des Affaires étrangères chinois se fait à destination des pays africains, et cette action symbolique se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, dès le départ, les relations entre la Chine et l'Afrique à partir de 89 ont mis l'accent sur la construction de la stature politique chinoise dans le monde et comment utiliser ces relations avec les pays africains pour affirmer cette position, ce positionnement chinois, excusez-moi. Et l'un des moyens les plus importants qui a pu être utilisé a été précisément le financement, dirons-nous, du développement ou la participation de la Chine au financement du développement des pays africains. C'est en fait surtout quelque chose qui a pris de l'ampleur à partir de 2005, mais disons que tout au long de la période qui précède, c'est quelque chose qui s'est mis grosso modo en place, et cette volonté d'utiliser, de clientéliser les pays africains a eu pour conséquence que la Chine a pu obtenir, pour dire les choses de façon rapide et simple, 4 directions d'agences onusiennes simultanément, ce qu'aucun pays jusqu'à présent n'avait pu faire, et ça c'était jusqu'à très récemment. Donc, les relations qui se construisent avec l'Afrique à partir de 1989 est une relation essentiellement politique. Et je vais essayer d'illustrer ça, hein, cette liaison entre la relation politique et le financement. Voilà. Ok, bon. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, ça passe pas. C'est contrôle de diapositive. Alors, moi, je vais faire avec ça. C'est pas ça. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, en fait, il faut. Voilà. Tu faut donc revenir en arrière. Voilà. Non, ça, c'est pas tout. Voilà, on est bon. Voilà, ça y est. Enfin, bien. Et pour illustrer mes derniers propos, ma dernière phrase, je vous ai dressé ici un tableau de ce que j'appelais les asymétries en 2022, à partir des chiffres en 2022. La Chine investit en Afrique 1,5% de son stock d'investissement total. C'est en fait un chiffre qui est à comparer avec le chiffre moyen de la planète, 2,4%. Dans l'absolu, ça veut dire que personne ne s'intéresse réellement à l'Afrique comme étant une destination dans laquelle on doit effectivement investir. Un stock d'1,5% par rapport à l'ensemble des pays, ça place quand même la Chine au 4e rang des pays détenteurs d'un stock. Mais ce sont des sommes, comme on verra dans le graphique suivant, qui sont relativement minimes. La Chine exporte un peu plus de 4% ou importe un peu plus de 4% de l'Afrique. C'est un peu au-dessus, dirons-nous, de la moyenne mondiale, mais d'une manière générale, on s'aperçoit que cette relation de la Chine avec l'Afrique est une relation qui est relativement marginale. Elle investit très peu et d'autre part, elle a des échanges commerciaux relativement limités puisque un continent de 54 pays avec 1,4 milliard ne correspond qu'à des échanges qui sont de l'ordre de 4%, que ce soit pour l'exportation ou pour l'importation. Inversement, si on regarde la situation de l'Afrique n'investit pas du tout en Chine, du moins elle n'a pas constitué un stock d'investissement, mais en revanche, le montant de ses exportations ou de ses importations sont relativement conséquentes, c'est-à-dire qu'il se crée une dépendance des pays africains à l'égard de la Chine
que ce soit pour exporter ces matières premières ou que ce soit pour importer des produits manufacturés. Donc, nous avons ici une asymétrie, une grande asymétrie. D'un côté, nous avons la Chine qui s'intéresse à l'Afrique pour des raisons politiques et qui a un intérêt économique relativement limité, et de l'autre côté, un continent qui est l'Afrique, pour qui la Chine pour les relations avec la Chine sont très importantes. Si maintenant je prends pour continuer la comparaison, pour mesurer l'intérêt de la Chine pour les pays africains, je vous ai recensé ici plusieurs indicateurs. Le premier indicateur, je reprends la notion d'investissement direct. Ici, c'est la notion de flux. Vous voyez qu'en ce qui concerne 2002, il y a eu, en arrondissant, 2 milliards de dollars qui ont été investis par la Chine en Afrique. 2 milliards de dollars, c'est une somme qui est ridiculement faible. Il suffit de la comparer avec n'importe quel déficit français dont on nous rebat les oreilles dans la presse, avec le bénéfice réel de Total qui est de 5 milliards. Mais pire encore, c'est comparer l'Afrique au Laos. Laos, 7 millions d'habitants, ces 10 dernières années, il a bénéficié de 50% des investissements qui étaient destinés à l'Afrique. Donc, si vous voulez, ces mêmes sommes, la moitié de ces mêmes sommes pour un pays de 7 millions d'habitants, alors qu'il y a 1,4 milliard de l'autre côté, ça montre bien quelle est l'importance économique que l'un peut représenter par rapport à l'autre. Alors, en revanche, nous avons, dirons-nous, des relations relativement plus importantes dès lors qu'on passe à la notion de contrat clé en main, c'est-à-dire les prestations de services pour réaliser des infrastructures. On est dans un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 15 par rapport au flux d'investissement. Si on regarde les contrats signés par la Chine dans ces mêmes périodes, on s'aperçoit que les chiffres, les contrats, le montant de ces contrats sont très importants. Or, ce sont précisément ces contrats, la réalisation de ces travaux d'infrastructure qui vont justifier éventuellement que les pays africains puissent solliciter des prêts auprès de la Chine pour financer ces travaux. Et puis, vous avez également les importations. Bon, vous voyez que les importations, là, on est carrément dans un rapport de 1 à 60 selon les années. Donc, si on prend les prestations de services en infrastructure, si on ajoute les importations et les exportations, on s'aperçoit que les relations Chine-Afrique, ce sont des relations éminemment commerciales et non pas du tout des relations qui visent à s'installer de façon relativement pérenne en Afrique. Et qui dit relations commerciales, c'est-à-dire des relations qui ne sont pas forcément fixes ou définitives. On a bien vu récemment lorsque la Chine se constitue d'une palette de fournisseurs et joue avec cette palette de fournisseurs en fonction de ses priorités politiques. Elle peut basculer de l'Australie vers la Guinée pour du fer, elle peut basculer de l'Angola vers les pays du Golfe pour du pétrole ou vers l'Iran. Donc, si vous voulez, cette palette fait que les fournisseurs sont prisonniers de la Chine, mais la Chine, elle peut jouer en fonction de la conjoncture économique ou de la conjoncture politique. Donc, des relations qui sont des relations essentiellement des relations commerciales. Et des relations commerciales qui peuvent justifier de la part des pays africains qui puissent solliciter des financements chinois, leurs financements pour payer les infrastructures, mais quand il s'agit d'une ligne de chemin de fer, financement chinois pour acheter aussi du matériel roulant. Donc, c'est-à-dire que ces échanges commerciaux en marchandises ou ces échanges en prestations de services sont tous à même éventuellement de justifier des prestations de services. Donc, automatiquement, vous avez une attitude chinoise qui peut apparaître ambiguë, c'est-à-dire d'un côté, avoir envie de financer parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour des commandes, mais de l'autre côté, une hésitation dans la mesure où les pays africains peuvent avoir des difficultés à effectivement payer ou rembourser leurs prêts. Mais disons que tout le monde est concerné par cet aspect-là.
Mon flux, je reviens en arrière. Bien. Alors là, rapidement, trois courbes de tendance pour vous montrer dans quelle perspective. J'ai mis les prêts chinois à l'Afrique, le pic de 2016, et depuis, vous avez qui correspond effectivement au discours politique tenu par les Chinois de réduction des financements. Mais ceci dit, il s'agit là de flux des flux qui sont observés ou observables. Et ce qui fait que tous les flux qui sont les prêts d'entreprise ou encore les prêts aux entreprises sur le territoire qui bénéficient à des opérations en Afrique n'apparaissent pas. Et donc, ceux-là, ils peuvent avoir continué à augmenter. On n'en sait rien. Ensuite, je vous ai mis la tendance du chiffre d'affaires des contrats exécutés, le pic en 2015 avec une chute. Ce qui apparaît effectivement dans le tableau précédent, on voit que ça va en diminuer. Ceci dit, il y a les contrats nouvellement signés. C'est une tendance qui ne devrait pas, hein, dirons-nous, se poursuivre, mais au contraire, on devrait avoir un retour, puisque, par exemple, l'année dernière, c'est ça, en 2022, on a eu, pour simplifier, 40 milliards de contrats exécutés, mais 78 milliards de contrats signés. Donc, pour l'avenir, or, quand on regarde à droite, on a la courbe de la dette de l'Afrique à l'égard de la Chine. Là, on est effectivement sur une pente croissante, et c'est normal parce qu'il y a forcément un décalage entre le moment où on n'octroie le prêt et le moment où on est obligé de rembourser la dette. Et disons qu'on se trouve aujourd'hui avec des prêts qui commencent à être remboursés alors qu'on commence à... Donc, dans l'avenir, si ces phénomènes se poursuivaient, hein, effectivement, à un moment donné, le montant des prêts à l'égard de la dette chinoise, africaine à l'égard de la Chine pourrait s'incurver, mais pour l'instant, on est en 2022 dans une croissance relativement forte, et ce qui explique en partie la façon dont le discours sur l'endettement africain sur la Chine attire récemment des expressions qui sont parfois paranoïaques ou hystériques. Alors, ça te gêne, ça? Ah oui, parce que je crains qu'eux aussi... Non, non. Non, c'est toi que ça peut gêner. Je vais déjà réduire ici, et ensuite monter ça ici, si je peux, mais ça, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Je voudrais descendre ça, mais c'est pareil sur les... Bon, ben, de descendre, c'est pas... Bon. Alors, en fait, le roman, ce récit qui relate l'évolution des prêts de la Chine à l'égard de l'Afrique, prend ses racines avec la Banque mondiale, et quel que soit le moment où on va se placer dans le temps, la Banque mondiale va être toujours plus ou moins présente. Alors, en fait, le problème commence à partir de 1996. En 1996, qu'est-ce que constate la Banque mondiale? C'est l'endettement des pays africains, et que cet endettement est en train de s'emballer et de devenir insupportable pour un certain nombre de pays parmi les plus pauvres. Dans le même temps, la Banque mondiale s'inquiète de la définition d'une stratégie de développement pour les pays africains, et c'est le moment où, dirons-nous, où la Banque mondiale va vouloir trouver dans le miracle chinois la solution de tous les pays au développement ou au sous-développement de tous les pays africains. Et cette volonté, cette culture, dirons-nous, du miracle chinois va aller, dirons-nous, en prenant de plus en plus d'ampleur, jusqu'au moment où Robert Zelig est nommé président de la Banque mondiale, et avec lui, ça va être le summum de la période pro-chinoise de la Banque mondiale, et ça va se manifester par la nomination d'un économiste chinois, Li Yifu, comme économiste senior et vice-président senior, chef économiste et vice-président senior de la Banque mondiale. Li Yifu, c'est un personnage quand même très particulier. Il est né en 1952 à Taïwan, lorsqu'il faisait son service militaire
dans les îles Penghu, il est passé de l'autre côté à la nage. Bon, ça fait 2 kilomètres, hein. Quand vous êtes en forme, c'est quand même pas un grand exploit. L'exploit, c'était quand même d'avoir été reçu autrement qu'avec des coups de fusil de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, il va continuer ses études en Chine. Il va servir de traducteur à Theodor Schultz, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1979. Theodor Schultz va lui proposer de faire un doctorat à Chicago. Donc, vous avez un gars qui va être formé, comme l'avait appelé The Economist, to the Chicago Boys. Et effectivement, le discours qu'il tient, c'est souvent un discours tout à fait ultra-libéral. Et donc, c'est un personnage qui va évoluer en Chine, qui va, grâce à la Fondation Ford, créer un centre de recherche économique, d'économie de la Chine à Pékin, et qui va qui donc a des rapports très, très profonds et avec les États-Unis, et qui va donc être nommé à la Banque mondiale, où il va immédiatement devenir le VRP des entreprises chinoises en Afrique, et avec comme modèle principal l'Éthiopie. Et jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'est plus en charge, il continue à être le VRP des entreprises chinoises en Afrique, hein, et on le retrouve dans de nombreux pays. Enfin, les 2 premiers pays où il a vraiment travaillé, c'est l'Éthiopie et Djibouti. Alors, dirons-nous que le discours de la Banque mondiale à cette époque, c'est donc une stratégie, hein, tirée par les infrastructures et financée par la Chine. Il a quand même fallu beaucoup de temps pour se rendre compte que cette stratégie est en fait un semi-échec. Je dis semi-échec parce qu'on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait soit mauvais. Disons que tout ce qui a été fait n'est pas forcément adapté réellement aux besoins des pays africains. Et si on reprend l'exemple de l'Éthiopie et de Djibouti, la ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, c'est une ligne de chemin de fer qui est magnifique. D'un point de vue technologique, c'est une vitrine absolument parfaite. Hein. La seule chose, c'est que c'est totalement inadapté aux besoins de l'Éthiopie et aux finances de l'Éthiopie. On peut dire les choses de toute façon d'abord toute bête, mais ce n'est pas uniquement le cas de l'Éthiopie. Hein. C'est une ligne de chemin de fer. Une ligne de chemin de fer, il faut entre 50 et 70 ans pour être rentable. Ce n'est pas avec un prêt à 10 ou 15 ans que l'on peut réussir à financer de façon adéquate un tel projet. Automatiquement, puisqu'il faut 50 à 70 ans, cette ligne de chemin de fer ne va pas pouvoir générer les revenus qui vont lui permettre de rembourser dans un délai aussi bref le prêt. Donc, par ce biais-là, commencent à apparaître, dirons-nous, les raisons, hein, qui vont faire que dans de nombreux cas, il va y avoir une dette qui sera insupportable. Ce n'est pas parce que le projet en lui-même est aberrant, hein, mais c'est parce que le financement du projet ne répond pas au niveau de développement du pays. Alors, dans le cas de la ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, en plus de ça, avoir voulu prendre quelque chose qui était technologiquement au goût du jour était une aberration. Alors, une étude de la Banque mondiale à propos de la ligne Nairobi-Mombasa avait montré qu'il y avait 4 possibilités pour la réforme. On est dans une même cas de figure, hein. Hein, puisqu'il s'agit de véhiculer de l'intérieur vers un port des marchandises pour les exporter. Hein. Et la Banque mondiale a dit, la vieille ligne coloniale, qui était une ligne étroite, 1 mètre, hein, métrique, bon, on pouvait la remettre en état. On pouvait aussi la moderniser. Ça coûtait déjà plus cher. On pouvait aussi passer avec un élargissement, enfin une jauge internationale, c'est 1,45 m, moderniser le matériel, ou bien on pouvait aussi prendre la 4e solution qui était, comme pour l'Éthiopie, la solution la plus moderne, la plus chère. Hein, et en fait, on passait entre la solution idéale que proposait la Banque mondiale, conserver la ligne métrique coloniale, hein, entre ce coût et le coût de la plus belle ligne, c'est un 1 à 10.
Donc, la question pouvait se poser raisonnablement, est-ce que les finances d'un pays en voie de développement n'auraient pas été mieux traitées si on avait pris des projets moins ambitieux et plus à la mesure du pays? Alors, dans le cas de l'Addis Abeba et de Djibouti, il n'y a pas eu d'étude de faisabilité ni de rentabilité digne de ce nom. L'Éthiopie, c'est un pays enclavé. Et on a mis une somme considérable pour créer une ligne qui va vers un seul port. Et d'ailleurs, l'Éthiopie s'est rendu compte et se rend compte aujourd'hui qu'il est très nécessaire qu'ils aient plusieurs voies de sortie. Donc, avant la crise du Tigré, déjà le gouvernement éthiopien avait envisagé la ligne vers Berbera sur laquelle ils sont en train de travailler, une ligne vers Port-Soudan, où vous avez trouvé des financements de la Banque mondiale, je crois, et une ligne vers Massawa, où il y avait, je crois, où les Italiens étaient intéressés. Donc, là, avec 4 sorties. Donc, en fait, il aurait été intéressant, c'était toute cette somme qui avait été bloquée sur une seule ligne, c'était de la répartir sur 4 lignes, parce que ça faisait 4 voies de sortie, et donc on n'était pas bloqué par le port de Djibouti. Et là, on est aujourd'hui dans une situation comme qui est assez aberrante, c'est que ce train est cher, ne sert à rien, on a été obligé de remettre en service l'ancienne ligne coloniale. Et ce qui prospère le plus, c'est on a refait la voie routière parce que ce sont le transport par camion qui prospère le plus. Donc, ça veut bien dire que le projet, on a fait quelque chose qui est très beau, mais qui est totalement inadapté aux besoins développementaux du pays. Donc, en fait, ce n'est pas, le financement qui était là, c'était un financement qui, dans l'absolu, était bienvenu, mais qui n'a certainement pas été appliqué de façon intelligente, développementalement intelligente. Alors, ce semi-échec que je traite, c'est un semi-échec qui commence aussi à être compris par les Chinois eux-mêmes. Le FMI a mis quand même pas mal de temps à affirmer ça. Un des derniers rapports sur l'Éthiopie le dit. Mais on a l'exemple de la province du Kweijo qui a été évoqué dernièrement dans la presse chinoise, où c'est en fait le même processus. C'est-à-dire qu'on a essayé de tirer le développement de la province en investissant dans des infrastructures, mais les autorités locales qui ont pu financer, maintenant, ils ne peuvent plus rembourser. Bon. Donc, cette espèce de philosophie du grand coup de pied, hein, du big push, hein, montre des limites considérables à partir du moment où ces investissements sont mal structurés. Alors, disons que c'est quelque chose qui émerge progressivement à cette prise de conscience, mais ça, en fait, elle émerge aussi dans un autre cadre maintenant, qui est la guerre commerciale sino-états-unienne. Donc, tous les éléments vont être bons à prendre pour pouvoir entamer ou créer cette critique de la Chine, et le fait que l'on puisse relever des incongruités dans la stratégie de développement, même si ça a été lancé par la Banque mondiale, mais ça a été lancé par la Banque mondiale avec une étiquette Chine. Hein. Donc, c'est devenu une occasion pour nourrir un discours. Et à ce moment-là, on a un renversement qui se produit. Et de même qu'on était arrivé à un pic avec Robert Zoellick, là maintenant, on arrive à un creux phénoménal avec David Malpass, qui est l'opposé total. Alors que l'autre était pro-chinois de façon béate, lui, il est anti-chinois de façon primaire. Hein. Donc, on est tout à fait dans le cas de figure. Et David Malpass était un banquier qui a travaillé pour l'administration Trump. Donc, effectivement, ces positions anti-chinoises ne vous étonneront pas. Et de même Robert Zoellick avait fait venir Li Yifu, lui, il a fait venir une autre personne aussi qui est tout à fait emblématique, c'est Carmen Reinhardt. Alors, Carmen Reinhardt s'est distinguée de deux façons. D'abord, elle a produit un rapport pour montrer quelles seraient les limites au financement avec un déficit des pays en voie de développement. Et on s'est aperçu qu'elle avait très astucieusement écarté des données pour pouvoir soutenir son argumentation.
Hein. Et également, par contre, une autre étude qui semble plus fiable, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont reprise ensuite, c'était de montrer que vraisemblablement, l'endettement de l'Afrique à l'égard de la Chine il y en avait la moitié qui était occulte. Et vous avez une recherche qui a été menée plus récemment par EdData, qui est un labo d'université américaine, qui également montre à partir des données dont eux disposent, hein, qu'effectivement, il y aurait au moins que l'endettement à l'égard de la Chine serait, il y en a au moins 50% qui est invisible. Alors donc là, on arrive avec David Malpass en 2019 hein, dans une situation où il est de bon ton de taper sur la Chine. David Malpass remplit toutes les salles de presse parce que tous les journalistes américains attendent le bon mot qu'il va avoir pour taper sur la Chine. Et ça arrive à un autre moment où il y a le Covid. Alors, le Covid, bon, c'est effectivement un moment où la situation des pays les plus endettés va apparaître de façon beaucoup plus sensible. Et en même temps, ça va être l'occasion dirons-nous, de titiller davantage la Chine en faisant passer un certain nombre d'informations qui, jusqu'à présent, n'étaient pas publiées par la Banque mondiale. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans toutes ces histoires de financement, il y a une opacité phénoménale. Alors, cette opacité, elle n'est pas seulement le fait de la Chine. Bon, la Chine en rajoute, c'est systémique. Hein. Euh, mais également, c'est le comportement habituel des débiteurs qui ne souhaitent pas que l'on sache exactement à quelles conditions on leur a octroyé un prêt pour pouvoir conserver leur pouvoir de marchandage à l'égard éventuellement d'un autre bailleur. Et les bailleurs eux-mêmes n'aiment pas que l'on sache quelles sont les conditions qu'ils ont octroyées à tel ou tel pays parce que à ce moment-là, ils vont pouvoir éventuellement on va pouvoir utiliser cette information contre eux. Et le premier bailleur à vouloir ne pas systématiquement divulguer les informations concernant ses prêts, c'est la Banque mondiale, parce qu'elle est amenée, elle aussi, à se recapitaliser. Donc, de ce fait, hein, vous avez une espèce d'opacité, d'omerta, qui est le fait de tout le monde dans cette histoire, même si la Chine en rajoute une louche. Mais au moment de cette crise, et du fait de l'ambiance générale, dirons-nous, anti-chinoise, la Banque mondiale va commencer à distiller un certain nombre d'informations. En fait, c'est pas ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Encore un coup. Encore refait. Marcher. Bon, alors, hop, hop. Non, il n'y a pas de non. Ah oui, oui, ah oui, j'allais oublier ça. J'ai oublié ça, oui. Oui, alors, il faut voir aussi que la relation entre la Chine, cette question de l'endettement est très particulière. Le premier débiteur de la planète, c'est la Chine. Alors, si on mesure la dette extérieure, la part de la Chine dans la dette extérieure globale, mondiale, c'est pratiquement 19%. Si c'est uniquement la dette souveraine, c'est près de 14%. Et par ailleurs, la Chine, c'est le troisième débiteur de la Banque mondiale, mais aussi le troisième actionnaire de la Banque mondiale. Donc, les relations là sont très ambiguës, très ambivalentes, hein, et qui fait que ça ne facilite sans doute pas une partie des relations. Alors maintenant, j'espère pouvoir passer au suivant. Voilà. Ah ben non. Voilà. Alors, en janvier 2020, est rendu public un fascicule qui est paru relativement un peu avant, hein, qui est ce document qui s'appelle International Debt Statistics de 2019. Ce document va recenser des statistiques relatives à 2017. Alors, et ces statistiques qui apparaissent en 2017, ce sont celles que je vous donne dans ce tableau-là. Alors, première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on parle de l'endettement de l'Afrique. La Banque mondiale publie des statistiques relatives
à l'endettement de l'Afrique subsaharienne. Donc, toutes les remarques qui sont faites en général, à partir de la Banque mondiale, sont relatives à la Banque subsaharienne, mais subsaharienne saute dans les réflexions et dans les évaluations. Ensuite, ce qui apparaît, c'est que la définition de la Banque mondiale de l'Afrique subsaharienne, elle n'est pas tellement fixe. Et par ailleurs, il y a des choses bizarres. C'est le Soudan fait partie de l'Afrique subsaharienne, mais pas Djibouti. Donc, il y a des choses comme ça qui ne sont pas toujours tout à fait compréhensibles. Mais pour nous, là, ici, ce qui est déjà important, c'est que là, il y a une précision subsaharienne, mais qui sont. La seconde chose, dans ce graphique où j'ai mis des chiffres, il y a des chiffres qui sont encadrés en rouge, là. Ce sont les chiffres relatifs au Club de Paris et à la Chine. La Banque mondiale ne donne pas ces chiffres dans un tableau. Elle donne à deux endroits de ce rapport des pourcentages. Celui qui a relevé le chiffre, le pourcentage, à ce moment-là, dit, ah, je peux calculer le chiffre. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui à cette époque-là, ce n'est pas encore donné tout à fait directement. Un an après, effectivement, les chiffres seront donnés de façon plus systématique encore, mais là, à ce moment, c'est quelque chose qui pointe, c'est une espèce de suggestion. Mais ça va permettre à un certain nombre d'observateurs de monter une réflexion à partir de ça. Alors, il y a ce chiffre de 58 milliards de dollars peut être lu de façon différente. Si vous le reportez à l'encours de la dette, vous direz que les pays d'Afrique subsaharienne, si vous voulez être exact, doivent, que 13% de la dette de ces pays est due à la Chine. Si maintenant on s'intéresse uniquement à la dette publique, à la dette garantie par l'État, vous allez arriver à 17%. Ensuite, si vous voulez uniquement voir le montant, comment ça se répartit entre les créanciers publics, vous arrivez à 29%. Si vous voulez voir ça uniquement dans les relations comparer le comportement des pays entre eux, vous arrivez à 60%. 60%, c'est effectivement le chiffre que va prendre quelqu'un, l'économiste américain Pemmican, parce que lui, il développe un discours anti-chinois, donc c'est le chiffre le plus fort qui l'intéresse. Mais par contre, il ne précisera pas ce que signifie ce chiffre. Il dira l'Afrique doit à la Chine tant. Alors qu'en fait, il s'agit non plus d'Afrique, mais d'Afrique subsaharienne, et c'est une comparaison sur les bilatéraux. Alors, la comparaison entre bilatéraux, c'est une comparaison qui est peut-être politiquement très importante pour se dire qu'est-ce que les pays font les uns relativement aux autres. Et effectivement, par ce biais-là, on peut se dire que la Chine est effectivement plus importante que le club de Paris, que les pays du club de Paris. Mais on peut avoir une autre démarche, qui peut être par exemple celle de Deborah Brodingham, qui va s'intéresser, qui va énoncer le chiffre de 17%, parce qu'elle va s'intéresser à l'effort financier que doit faire dans l'absolu un pays africain ou les pays africains dans la gestion de leur dette. Et dans la gestion globale de leur dette, de cette dette souveraine, la Chine ne pèse que 17%. Donc les approches peuvent être parfaitement justifiées d'un point de vue scientifique, voire politique, mais le problème qui se pose, c'est que la transmission de l'information se fait toujours avec disparition des adjectifs et disparition des descriptions exactes. Donc, quel que soit le chiffre, on va vous dire l'Afrique doit à la Chine. Alors qu'on prend éventuellement la des chiffres exacts, mais on dit avec un énoncé qui est discutable. Mais en fait, l'exploitation de ces données ne s'arrête pas là. Alors, vous avez un personnage qui est un économiste, un banquier, un professeur d'économie à Accra, qui était ministre des Finances du Ghana, qui est président d'une commission de l'ONU pour le développement économique de l'Afrique, qui a pondu un chiffre. Excusez-moi, j'ai un nouveau joujou, je ne sais pas encore m'en servir, mais il sonne comme ça. Donc, il établit un rapport
et il va prendre comme point de comparaison le chiffre de 145 milliards qui correspond au montant des prêts que la Chine a octroyés aux pays africains entre 2000 et 2017. Bon, je ne reviens pas sur le fait qu'il prenne que ça concerne l'Afrique et non pas l'Afrique subsaharienne. De l'autre côté, il va prendre le montant de la dette des pays africains subsahariens, le total. Alors, vous voyez, d'un côté, vous avez le montant des prêts, c'est une notion qui est statique. De l'autre côté, vous avez une notion qui est la notion de dette, qui est dynamique. Bon. Le montant des prêts, dans ces prêts, il y en a qui sont arrivés à échéance, donc dette zéro. Il y en a qui ont été annulés, donc dette zéro. Il y en a qui n'ont jamais été honorés, donc dette zéro. Hein, et vous en avez qui sont en cours de remboursement, dont leur montant, il n'y a qu'une partie qui est du montant de la dette. Donc, ce monsieur, qui est quand même un économiste a priori patenté, va comparer ces deux données pour en tirer un chiffre de 42%, qu'il arrondit à 40% parce qu'il est plein de bonne volonté, et c'est le chiffre qui va être pris par toutes les presses et par un certain nombre de collègues. En fait, un chiffre qui ne veut strictement rien dire. Et donc, à partir de ça, les gens, ça va pouvoir continuer à nourrir un discours, hein, puisqu'en fait, c'est un Africain qui le dit, pas n'importe quel Africain. Donc, on va pas dire cet Africain, il est pas, c'est pas un homme de Trump. Donc, c'est quelque chose qui s'installe à partir de... Et à partir de ce moment-là, on va arriver dans une espèce d'hystérie, hein, une espèce de paranoïa où tous les facteurs vont être bons, hein, pour montrer à quel point la Chine... disons que on est dans une atmosphère qui est absolument terrible, parce que pour des gens comme nous qui essayons d'analyser, on est obligé, alors qu'effectivement, la Chine mérite d'être critiquée pour un certain nombre de choses, il faut d'abord qu'on redonne à la Chine une virginité pour pouvoir faire notre boulot. Hein. Et donc, c'est une situation où on est, dirons-nous, très, très, dans une situation qui n'est pas toujours très, très facile. Alors, ça tient tout le discours sur la saisie d'actifs. Et ils ont été sortis. Toute une série d'exemples ont été donnés à propos, par exemple, du port de Kribi. Le port de Kribi n'a jamais été saisi. Alors, dans le port de Kribi, vous avez ce qu'on appelle un fonds un fonds commun de créances qui réunit les créanciers. Et parmi ces créanciers, ben, il y a une entreprise chinoise, oui, mais il y a la CGM, il y a Bolloré, et il y a aussi d'autres créanciers camerounais. Mais il n'y a jamais eu de saisie par la Chine. On a créé une structure pour organiser les remboursements. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Pour le Kenya, ça a été le cas aussi pour le chemin de fer Nairobi-Mombasa, et on a dit que le port de Mombasa avait été gagé. Je vais revenir en 5 minutes sur ce problème. Mais là aussi, effectivement, hein, récemment, c'est la Cour suprême du Kenya qui a effectivement montré que c'était affirmé à partir de documents qui lui ont été fournis qu'il n'y avait pas de saisie. Le Nigeria, il y a eu cette histoire comme ça, mais dirons-nous là où l'hystérie a été la plus importante, c'est à propos du port d'Hambantota au Sri Lanka. Et si on démonte le processus, et ça a été fait par un certain nombre de personnes, on s'aperçoit que le port de Sri Lanka n'a jamais été l'objet d'une saisie. Il y a eu un accord de swap, c'est-à-dire que les institutions financières chinoises ont revendu leurs dettes à une entreprise de droit hongkongais, hein, qui s'appelle la China Merchant Port, qui est contrôlée à 20% ou 23% par, effectivement, une entreprise publique chinoise, mais dans laquelle vous avez dans les capitaux, vous avez JP Morgan, vous avez BlackRock, qui peuvent jouer aussi un rôle. Bon. Et cette entreprise a une concession de 98 ans. Et tout le monde a crié, dirons-nous, à la saisie, et ainsi de suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que toujours à propos du Sri Lanka, vous avez deux autres
Ah, j'ai trop parlé? Pas du tout. Pas du tout. Il y a deux autres cas, hein, où vous avez aussi des concessions. Là, cette concession, ce n'est pas une entreprise de droit hongkongais, c'est une entreprise de droit chinois, une entreprise, c'est Costco. Et Costco, dans le port de Colombo, je vous rappelle que c'est le 24e port mondial en matière de terminaux. C'est pas un petit truc, hein. En Bantota, c'est le désert. Bon. Et une concession de 98 ans et une seconde de 128 ans. Et personne ne moufte. Et il faut dire que ça avait été fait quelques années auparavant. Est-ce que là, l'histoire d'Ambantota est arrivée au moment précis, hein, où on était en train de faire bouillir la chose. Et ça va beaucoup plus loin, hein. Et il y a l'exemple d'une enquête menée par France 2 et France 24 en 2021 à propos du Monténégro. Vous me direz que le Monténégro, c'est pas l'Afrique, mais encore que si j'étais du Ferry, je pense que je trouverais le Monténégro en Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Monténégro? Alors effectivement, au Monténégro, le gouvernement monténégrin ce gouvernement monténégrin n'est pas spécialement sympathique, mais il a au moins un avantage, c'est qu'il est pro-européen et pro-OTAN. Et ce gouvernement monténégrin avait voulu créer une autoroute qui rallierait le port de Bari à la frontière serbe, parce que la Serbie, c'est un pays enclavé, hein, c'est le même schéma que pour Addis Abeba, Djibouti. Et donc, on a construit 40 km d'autoroute. Au bout de ces 40 km d'autoroute, l'ardoise, c'était 1 milliard de dollars qu'il fallait commencer à rembourser à la Chine. Et c'était une autoroute qui n'allait de nulle part à nulle part. Et d'autant plus que même si l'autoroute avait été jusqu'à la frontière serbe, comme les Serbes n'étaient pas d'accord, il n'y avait rien derrière pour continuer. Bon, donc encore un projet, dirons-nous, pas tout à fait bien conçu à l'origine. Et à partir de ce moment-là, l'opposition monténégrine au président monténégrin, qui est une opposition pro-serbe, pro-russe, a utilisé la dette chinoise pour attaquer. Leur discours a été ensuite relayé par un avocat international, qui est l'avocat qui a défendu Milosevic devant le tribunal pénal international, et ça a été ensuite relayé par le Front National au Parlement européen. Donc, vous voyez, ces histoires de financement chinois, hein, prennent une dimension, c'est-à-dire sont utilisées d'une façon politique. Il y a tous les éléments disponibles, hein, sont utilisés pour ça. Et donc, je reviens à France 2, France 24, qui a donc publié un reportage d'une quinzaine de minutes dans lequel il présente la photo d'un article du contrat qui a été signé, contrat qui est supposé être, qui n'était pas visible à l'époque, mais qui est visible. Et il y a un écran dans ce reportage, qui est l'écran là que je fais apparaître ici, et on dit, voilà, l'article 8.1 se lit comme ça: le débiteur renonce irrévocablement à toute immunité sur son territoire souverain. Alors là, la tromperie apparaît de façon flagrante, parce que quand on regarde, et ça, c'était pas difficile à faire, j'ai pris une copie d'écran et j'ai relu le texte. Et en fait, ce qu'on appelle l'immunité sur son territoire souverain, c'est l'expression en anglais, là, c'est on the grounds of sovereignty, c'est-à-dire sur les bases de la souveraineté. Et s'ils avaient pris simplement il suffit de reprendre la phrase avec dans Google, et on s'aperçoit que donc c'est un mode objectif, c'est pas ma traduction, hein. Mais alors, ce qu'il faut comprendre et qu'il faut voir, c'est que cette clause secrète, nous dit-on, que que la entreprise chinoise aurait imposée au gouvernement mondial, c'est une clause d'une excessive grande banalité qui se rencontre dans la grande majorité des contrats pour la construction d'infrastructures, lorsque vous avez un gouvernement qui sollicite une entreprise étrangère. Il s'agit de garantir la possibilité
à l'entreprise étrangère de résoudre les contentieux qui pourraient surgir dans ses relations avec le gouvernement donneur d'ordre. Et l'immunité dont on parle ici, effectivement, les pays, les États bénéficient de deux immunités. Une immunité de juridiction et une immunité d'exécution. Immunité de juridiction, ça veut dire que s'il y a un problème, ça doit se gérer sur le sol de l'État. Et une immunité d'exécution, ça veut dire qu'éventuellement, il peut refuser d'exécuter les décisions. Ce que fait cet article-là, qui est dans une série d'autres articles, c'est organiser les médiations et la solution des conflits. Alors, pour pouvoir organiser la solution des conflits, la première chose, c'est de dire que le gouvernement n'évoquera pas cette immunité de juridiction ni cette immunité d'exécution. Parce que si c'est ça, ce n'est pas la peine. L'entreprise étrangère ne mettra même pas le pied dans le pays pour faire les travaux. Et c'est en fait ce qui se passe entre gens à peu près dirons-nous, à peu près bien éduqués. Lorsque Djibouti a vidé l'entreprise qui gérait le port, qui est une entreprise du Mayotte, DP World, bon, ça ne s'est pas fait de façon satisfaisante pour l'entreprise du Mayotte, surtout qu'il a vu arriver un concurrent chinois. Et donc, il a utilisé cette possibilité-là pour demander à la Cour arbitrale de Londres de trancher. Mais s'il n'y avait pas eu une disposition comme ça n'aurait pas été possible. La Cour arbitrale de Londres a dit qu'a priori Djibouti avait tort, mais qu'eux ne pouvaient pas trouver de solution. C'était aux deux parties de trouver une solution. Djibouti n'était pas satisfait et est allé voir la Cour arbitrale de Hong Kong, parce que la Cour arbitrale de Hong Kong, jusqu'à présent, a plutôt une bonne réputation aussi. Donc, en fait, là, on a un comportement de Djibouti et de DP World qui est un comportement normal, hein, et qui permet cette clause. Lorsque l'AFD, l'Agence française du développement, lorsque les autres agences de développement allemandes ou anglaises financent des opérations de ce type, il y a des clauses identiques à cette clause-là. Donc, en fait, cette clause, hein, elle est d'une grande banalité. Qu'elle soit secrète, en fait, elle pense être secrète, hein, elle est sous-entendue si elle n'est pas évoquée. Mais on voit que quelque chose de banal a été déformé et a été réutilisé. Donc, en fait, le fait que la Chine ait financé pour un projet mal ficelé, mal conçu, mal étudié, hein, avec pour conséquence une dette difficile, insupportable, ben ça nourrit tout le discours à propos de l'endettement des pays à l'égard de la Chine et donc nourrit indirectement le discours à l'égard concernant les relations entre l'endettement africain à l'égard de la Chine. Alors, tout ça, c'est peut-être une partie de l'affaire, mais vous avez de l'autre côté, hein, je vais tout commencer avec la Banque mondiale, mais tout finit aussi avec la Banque mondiale. Et là, maintenant, ce sont les réponses chinoises que je vais évoquer. Alors, le problème, première chose, c'est que les statistiques que j'ai utilisées, que tout le monde utilise, ce sont les statistiques de la Banque mondiale. Et lorsque l'on avance les statistiques de la Banque mondiale, la Chine, jusqu'à présent, n'a jamais été à même d'évoquer des statistiques qui sortiraient de ses propres services, pour opposer en disant le calcul est faux pour telle ou telle raison, etc. Non. Les premières réactions ont été de sortir des informations ponctuelles. Ah, c'est pas possible parce que la Chine fait des prêts à taux zéro. Voilà, effectivement, elle fait des prêts à taux zéro. Ce sont généralement des prêts relativement faibles, qui sont indirectement une façon de graisser la patte aux gouvernants locaux et parce qu'ils sont généralement aussi, quand ils arrivent à échéance, ils sont remis. Mais à côté de ça, la majorité des prêts que la Chine accorde aux pays africains ne sont pas particulièrement bon marché. En tout cas, ils sont certainement toujours plus chers que les frais que la Banque mondiale peut octroyer. C'est parfaitement documenté. Il n'y a plus personne qui peut se cacher derrière ça. Mais en fait, toujours est-il que
au tout début, ça a été la première réaction, ça a été d'essayer de voir comment ils pouvaient répondre statistiquement parlant, c'est tombé à côté. Alors, il y a une chose qui est tout à fait intéressante là aussi, c'est lorsque le Kenya s'est disputé, toujours à propos de questions de dette, il y a eu une attaque informatique sur les services des ministères des Finances kenyans qui s'occupaient de la dette. Donc, effectivement, il y a des observateurs qui ont dit, bah, là, en fait, les Chinois sont en train de vouloir se savoir combien, effectivement, le Kenya leur doit. Alors, c'est peut-être une boutade, mais je pense que c'est aussi assez symptomatique parce qu'il n'y a aucun document, aucun élément qui soit systématiquement publié. D'autre part, le sentiment que l'on a, c'est que les institutions financières sont assez jalouses de leurs prérogatives et communiquent assez mal. Donc, il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir un problème de statistiques chinoises. Et aujourd'hui, ben, de plus en plus, ils se contentent de reprendre les chiffres qui sont produits par la Banque mondiale et d'en donner leur propre lecture quand ils les utilisent. Donc ça, c'était le premier échelon. Le second échelon, ça a été de dire, c'est pas nous qui avons commencé. C'est vraiment la réaction des gosses dans une cour de récréation. En fait, je pense que cette réflexion est assez grave dans un certain sens, parce que ça veut dire que ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas compris ce qu'était que l'endettement. Et surtout que l'endettement, c'était forcément le dernier à prêter qui rendait les choses les plus pénibles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un tel prête, un tel autre prête, etc., c'est supportable. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui arrive avec un prêt en plus, et ça devient insupportable. Donc, c'est pas le fait d'avoir. Ceux qui ont commencé, c'est pas eux qui ont. Ça se passe à la marge. C'est un argument qui a fini par disparaître, mais qui a été énoncé par exemple lors de certaines conférences de presse chinoises, mais aussi par un certain nombre de responsables. Ensuite, l'argument énoncé, c'est ah non, ce sont les créanciers privés occidentaux. Or, quand on regarde la définition que la Banque mondiale donne à l'expression créancier privé, il y a des entreprises qui exportent à destination des pays africains. Or, les entreprises qui exportent à destination africains, disons que quand on regarde le montant des importations africaines venant de Chine, bah, elles doivent être aussi concernées par ces histoires-là. Il y a aussi le fait que la Chine a fait classer un certain nombre de banques publiques parmi les créanciers privés auprès de la Banque mondiale. Et que la Banque mondiale n'a pas, parce qu'ils ont utilisé, dirons-nous, une ambiguïté. Donc, s'il y a des banques publiques chinoises parmi les créanciers privés, la Chine aussi est en principe concernée par les créanciers privés. Et puis, vous avez aussi le problème des bailleurs obligataires. Les bailleurs obligataires, ben, je ne sais plus comment le nom de cette institution chinoise m'échappe, mais qui fait des investissements considérables dans les fonds d'investissement occidentaux. Indirectement, elle aussi, elle peut participer au processus. Donc la situation est beaucoup. Oui, je ne sais plus, c'est possible. Toujours est-il que les choses ne sont pas aussi nettes que ça. On ne peut pas dire que les créanciers privés sont occidentaux et qu'il n'y a pas de créanciers privés qui puissent être chinois. Et parmi les bailleurs obligataires, mais il y a aussi des détenteurs africains d'obligations panda qui sont émises sur le marché chinois. Donc là aussi, ça joue. Alors après ça, il y a eu un truc, une lubie qui est un peu bizarre, c'est l'argumentation obligation européenne. Euro-obligation, non? Ah bah oui, mais c'est justement, j'ai mis européenne entre guillemets, et quand tu déjà dit, je te fais remarquer que je mets des guillemets, c'est pas vrai, c'est qu'il y a une intention derrière. Effectivement, en fait, ce sont des eurobonds, ce sont des bons, des obligations qui sont libellées en euros. Mais le fait que les obligations soient libellées en euros, ça ne veut pas dire que ce soit des obligations émises en Europe, ni même par des institutions européennes. Bon. Alors, l'argument, c'était de passer de eurobond
à obligation européenne. Donc, pour vous qui lisez le chinois, hein, c'est passé de yuan à zhong. C'est la devise. Je ne sais pas si c'est de la tavis, c'est de la bêtise à mon sens. Mais celui qui a lancé ça, encore une fois, tout à l'heure, je tapais sur le ministre des Finances ghanéen. Là, c'est un responsable de la Banque centrale chinoise, de la Banque populaire de Chine, donc, hein, qui a fait ses études aux États-Unis en finance, qui a été aussi au FMI. Hein, qui est dans cette argumentation-là. Alors, quand on regarde effectivement, en plus de ça, à supposer que les eurobonds soient tous européens, quelle est la part de ces eurobonds dans les obligations émises par des pays africains? Elle n'est pas de plus de 9%. Donc, ça ne pourrait pas non plus être la cause. Mais pour nous, de toute façon, c'est la même mécanique. Il en restera toujours quelque chose. Alors après ça, on est passé aussi à l'argument, la Banque mondiale doit assumer les pertes. Donc ça venait à, dirons-nous, assimiler le rôle de la Banque mondiale au rôle que pouvaient avoir des États comme la Chine ou la France lorsqu'ils financent ces opérations. Alors que ce soit la Chine, que ce soit la France, lorsqu'on finance fait des prêts aux pays africains, bon, il y a des arrière-pensées qui sont à la fois politiques et commerciales. Lorsque la Banque mondiale fait des prêts aux pays africains, disons que les arrière-pensées sont peut-être plus développementalistes et sans doute quand même moins, en tout cas pas commerciales, peut-être politiques, mais disons que c'est une institution de financement qui est en dernier ressort. Donc, le fait même qu'elle soit en dernier ressort fait que, et du fait que les taux qu'elle pratique soient quand même relativement plus faibles, fait que ça ne peut pas être comparé. Le fait même que les taux soient plus faibles fait qu'elle a déjà assumé une partie des pertes par rapport au taux du marché. Donc, on ne peut pas. Mais ça arrive à un moment où aussi, on est dans cette lutte avec les États-Unis, et au moment où arrive le problème du renouvellement de la présidence de la Banque mondiale. Donc, il était de bon ton de pouvoir réclamer de la Banque mondiale. Je crois que j'apprenne ça ou ça. Non, non, c'est pas ça. C'est mon joujou, là. J'arrive pas. Et bon. Alors, donc, et en même temps, vous avez un discours sur la désoccidentalisation qui est mené par la Chine. Alors, ce discours est aussi très ambigu et très opportuniste, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la Chine avait réussi à avoir la direction de 4 agences onusiennes, dont la FAO. Elle est toujours à la tête de la FAO, hein, à travers un peu ça. Mais la FAO, ces dernières années, depuis la direction chinoise, a considérablement évolué dans le sens occidental et anti-désoccidentalisation. Il y avait à la FAO une réflexion très nourrie en faveur, dirons-nous, de ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc, c'est une réflexion qui devait précisément désoccidentaliser les stratégies de développement et de développement agricole et abandonner le vieux modèle américain des années 20, production extensive avec recours massif aux engrais chimiques. Bien. Alors, qu'est-ce qu'a fait la FAO? Elle n'a eu de cesse depuis que que ce directeur chinois est arrivé, c'est de créer des accords avec les grandes multinationales du produit chimique, à commencer par les multinationales chinoises. Donc, on est totalement à l'opposé d'un discours sur la désoccidentalisation. Donc, tout ça, de toute façon, ici, on s'aperçoit que le problème du prêt, le problème, dirons-nous, du développement à partir des prêts, sont un prétexte, en fait, pour nourrir un discours, que ce soit le discours d'un certain nombre de personnes du côté occidental ou d'autres personnes du côté chinois, hein, on n'est pas du tout dans la prise en compte des besoins des pays africains. Alors là, maintenant, je vais quand même arriver à la conclusion, et la conclusion, je vous l'ai vite. Je ne pouvais pas ne pas évoquer le cas de la Zambie. Hein, je vais le faire très brièvement, surtout pour vous dire qu'on ne peut pas en dire grand-chose aujourd'hui,
Hein, la restructuration est discutée depuis 2020, on est en 2004, ça fait pratiquement 4 ans. Ceci dit, ce n'est pas du tout étonnant. Toutes les procédures de restructuration sont des procédures très délicates, très longues, et là, c'est d'autant plus délicat et d'autant plus long que vous avez différentes catégories d'acteurs. Autrefois, quand vous avez juste le club de, les pays du Club de Paris, vous pouviez les réunir et on n'avait pas après ça à se préoccuper du cas des bailleurs obligataires et de la Chine. Là, on est dans une configuration qui est encore plus compliquée. Alors, la dette souveraine à la fin 22, parce que les chiffres de 23 ne sont pas disponibles, la Chine avait 37% de la, enfin, était due à la Chine, presque 19% dû aux obligataires et 15% qui étaient dus au pays du Club de Paris. Bon, donc effectivement, bailleurs obligataires qui dans l'ancien ont un poids considérable, mais quand même, a priori, au niveau de la dette, a priori plus faible que le Chine. Mais lorsque l'on passe au service de la dette, parce que le fait d'avoir de la dette, c'est pas un problème en soi, c'est le fait de le rembourser, c'est le service de la dette qui est un problème. Parce que vous pouvez, si vous avez, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un projet qui génère les revenus pour le financer, que ce projet coûte 1, 10, 100, 1000 milliards, ça n'a aucune importance. Mais si vous avez un projet à 100 euros et qu'il n'est pas capable de régénérer le revenu, là, c'est insoutenable. Donc, ce n'est pas le montant qui est important, c'est ce qu'il y a derrière, qui est le service de la dette. Or, le service de la dette en 2024, ça c'est quelque chose qu'on peut effectivement calculer, expression, ben, vous en avez pour 44%, ce sont les bailleurs obligataires, 30%, c'est la Chine, et les pays du Club de Paris disparaissent. Là, vous avez des problèmes de décalage et vous avez aussi des problèmes de remise de la dette. Hein. Mais aujourd'hui, la situation, il y a eu un accord avec la Chine, mais c'est un accord qui est, dirons-nous, qui n'est pas définitif. C'est un accord qui est conditionnel. Il est conditionné au fait, d'une part, que le FMI fasse un prêt, mais aussi au fait qu'il y a un accord avec les bailleurs obligataires. L'argument qui est tout à fait légitime, hein, qui est de dire, moi je veux bien faire un effort à condition que les copains fassent un effort. Si les copains ne font pas un effort, ça veut dire que moi, l'effort que je fais, il va servir à payer les copains. Enfin, les copains, le plus bas, je sais pas si ce sont des copains. Mais en fait, toujours est-il que, donc aujourd'hui, la Chine a signé en principe un accord avec la Zambie, hein, mais cet accord reste suspendu de ce fait. Mais il reste aussi suspendu par un autre fait, et ça explique l'intervention du FMI récemment, c'est le fait que la procédure pour valider cet accord par le gouvernement chinois est une procédure très longue et que le gouvernement peut traîner les pieds. Donc là, le FMI essaie de forcer la main à la Chine pour pouvoir aboutir, enfin, pour que l'accord tel qu'il a été défini passe. Donc, ils essayent de bousculer un petit peu tout le monde dans l'histoire. Mais donc, pour dire qu'aujourd'hui, hein, la Zambie n'est pas encore, elle n'est pas encore sortie des difficultés qu'elle rencontre et qu'elle n'a pas encore réussi à obtenir la restructuration d'une dette, hein, qui pourrait l'aider. Voilà ce que je voulais dire. J'ai été très, très, très long. Non, non, mais merci beaucoup. Alors, j'arrête d'abord le partage. Voilà. Ok, merci beaucoup Thierry pour cet exposé qui fait honneur, comme d'habitude, à ta précision, voire ta méticulosité sur l'analyse des cas que tu nous proposes. Et là, effectivement, la cible était presque rêvée, parce que quand on s'attaque à la manière dont les journalistes traitent de tel ou tel sujet. Malheureusement, pas que les journalistes, les confrères aussi. Oui, en fait, la base sur laquelle tu as pas mal travaillé, c'est aussi le traitement journalistique. C'est vrai que dans ces cas-là, on a très rapidement des possibilités d'exagération qui ensuite donnent lieu à des récupérations, et d'où la dominante politique aussi de ton discours, qui était effectivement très bien ciblée en ce qui concerne en tout cas ce que tu nous proposes en termes de vérification de faits, correction éventuellement d'imprécisions, et mise en perspective et relativisation d'un certain nombre de discours. Donc ça, c'était très bienvenu. Moi, j'ai un certain nombre de questions. Alors,
je vois que Françoise. Est-ce que Françoise, vous voulez poser une question tout de suite avant de nous quitter? Non, non, oui, je disais que je devais partir. Non, moi, si j'ai bien compris les propos de Thierry, effectivement, la première chose, c'est qu'il incrimine à juste titre, en particulier les interprétations à l'emporte-pièce des médias. Euh, Et ça, c'est vraiment très bien, on ne peut qu'abonder dans son sens. La deuxième chose, c'est qu'il milite, là aussi encore, si j'ai bien compris, pour un retour aux sources primaires et ne pas simplement s'en remettre à l'interprétation donnée par quelqu'un, ensuite qui est réinterprétée par un second, interprétée par un troisième, et en fin de compte, on ne sait même plus de quoi on parle. Donc, je suis aussi tout à fait d'accord là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'essentiel du propos sur cette question qui est très, très délicate. Il faut vraiment regarder quelle est la réalité des choses. Et ce n'est pas simple parce que les données ne sont pas toujours disponibles et elles ne sont pas nécessairement faciles à interpréter. Mais je pense que c'est vraiment ça l'essentiel du propos et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, c'était ça l'essentiel des commentaires que je voulais faire. Je suis tout à fait d'accord sur le cas de Hambantota que tout le monde a repris à l'envi en disant absolument n'importe quoi. Bon, voilà, c'est un peu, Merci. malheureusement, très classique que Oui. on reprenne des propos et des récits et des narratifs que l'on ne maîtrise pas, mais auxquels on fait confiance pour une raison d'ailleurs assez obscure à mes yeux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais malheureusement, il faut que je m'en aille pour des raisons gastronomiques. Merci. Bonne Merci. soirée à tous. Bonne soirée. Est-ce que Guilhem, tu nous entends? Est-ce que tu veux intervenir tout de suite ou tu veux qu'on commence la discussion un peu avec la salle? Je vois que Philippe Aguigny n'est plus là. Oui, je crois que j'ai fait fuir les gens. Alors, il faut que tu remettes ton Si, micro. si, je suis là, Julien. Ah, ben, c'est qu'on ne te voit pas. Ok, super. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que simplement je remercie beaucoup Thierry de nous avoir éclairé sur la complexité des sources parce que c'est évidemment d'un côté on observe l'opacité chinoise quasi totale, c'est ça qui me frappe. Cette façon de mettre en avant les chiffres de la Banque mondiale tout en ne publiant pas un petit peu les termes des créances qu'elle a accordées à l'un et à l'autre. Et je voulais poser à Thierry cette question, qu'est-ce qu'il pense de cette... est-ce que cette attitude, elle est soutenable à long terme? Je peux en répondre tout de suite que non, elle n'est pas soutenable. Et l'intérêt, parce ce qui est intéressant de voir, c'est que la Chine commence à s'en rendre compte elle-même, ne serait-ce que par rapport à ce qui se passe à l'étranger quand elle finance, mais également sur son propre territoire. C'est pour ça que j'évoquais le cas de Guizhou tout à l'heure. Hein, elle se rend bien compte que cette stratégie peut poser plus de problèmes qu'elle n'en résout. Donc, mais disons que là aussi, il faut être très, très, très humble, parce que la crise chinoise, hein, ça a été la crise que les États-Unis ont connue 2 ou 3 fois. C'est la crise que l'URSS, que Dieu ait son âme, aussi. Le Japon, enfin, tous les pays qui ont voulu aider les pays en voie de développement à se développer et ont toujours cru qu'ils pouvaient, en donnant beaucoup d'argent, faire partir la machine. Et en fait, tout le monde a abouti à un échec. Et ce qui est dramatique dans le cas de la Chine, c'est que autant les autres, ça s'est fait, dirons-nous, à une époque qui a abouti à la crise de 1996. Donc, en fait, tout le monde, à partir de 1996, avec l'avertissement de la Banque mondiale, hein, a compris, a réalisé la chose. Donc, la Chine, il suffisait que la Chine regarde ce qui s'était passé pour se dire, je ne peux pas faire ça. Mais non, comme elle avait un projet politique, il était plus important pour elle de prendre la place que libéraient les pays occidentaux et la Banque mondiale pour s'installer. Malheureusement, elle n'a pas été la seule à s'installer, parce qu'elle aurait été la seule, ça aurait peut-être pu marcher. Mais il y a eu après ça les bailleurs obligataires. Les pays africains ne sont pas arrêtés du jour au lendemain. Ils ont voulu continuer à recevoir des financements. Donc, ils ont été voir ce qui était disponible. La Chine était disponible, très bien.
les bailleurs obligataires étaient disponibles, très bien. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est encore pire indirectement que celle qui était en 1980, qu'il y avait en 1996. Alors, ceci dit, il faut aussi voir les choses. Ça ne concerne pas tous les pays africains, ça concerne un certain nombre de pays africains. Et dans des proportions relativement variables, et avec des niveaux de développement. On a le Kenya, mais on a Djibouti, on a l'Angola, mais on a aussi, je ne sais pas, le Soudan. Mais ce ne sont pas les mêmes montants, hein, mais ce sont des économies qui peuvent être, qui sont sensibilisées, l'un par un prêt d'1 $ et l'autre un prêt d'1 milliard. Donc, les situations sont très variables, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Chine commence à prendre conscience du phénomène. La seule chose, c'est qu'on se demande dans quelle mesure elle va pouvoir le contenir. Parce que si les institutions financières chinoises ne financent plus directement les pays africains, les entreprises chinoises ont suffisamment d'envergure pour pouvoir faire comme leurs compagnes ou leurs concurrents occidentaux, c'est financer directement ou solliciter pour leur compte des prêts pour les pays africains. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, donc, le problème, c'est un problème de gestion générale et c'est en fait l'élément qui est positif. Alors, effectivement, il y a, comme je disais, il y a Ken Atta, ensuite, bon, vous me pardonnerez, le nom, son nom m'échappe, hein, qui lance des chiffres invraisemblables ou qui ne tiennent pas la route. Hein. Mais en fait, c'est quand même dans une ambiance beaucoup plus générale où il y a où les pays africains prennent conscience, pleinement conscience de leur pouvoir d'action. Hein. Et ça peut être amené éventuellement à un renversement parce que lorsque vous avez les grands travaux qui ont été entrepris, que ce soit Addis Abeba, Djibouti, Nairobi, Mombasa, bon, les Chinois ont poussé à la roue en bons commerçants, en disant oh, on vous vend les trucs les plus chouettes. Les autres ont dit ah, ouais, c'est bien, on sera moderne, je vais pouvoir me présenter vis-à-vis du peuple en disant que j'ai fait de bonnes réalisations. Mais ça, quand même, c'est un discours qui commence à prendre un petit peu plus plomb dans l'aile, compte tenu des conséquences à long terme. Bon. Et donc, il est vraisemblable qu'on pourra avoir une situation un petit peu plus calme de ce point de vue, où il y a des réflexions, des études de faisabilité, des études de rentabilité un peu plus conséquentes que ce qui était mené. Donc ça, c'est l'espoir que moi je peux avoir dans la mesure où tout le monde a reçu des coups dans la gueule. Bon, c'est pas très scientifique comme expression, mais ça exprime bien après les choses. Hein, les Africains, les Chinois ou les Occidentaux aussi au passage, donc ça force à prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui s'est passé en se disant ben, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Bon, il y aura toujours ceux qui voudront profiter de la situation pour grappiller quelques milliards, mais ceci dit, je veux rester quand même optimiste. Voilà. Merci. Est-ce que Philippe, parce que je ne sais pas pourquoi on ne te voit pas, mais parce que tu es là. Là, peut-être que tu me vois, mais parce que j'avais coupé de ma vidéo. Oui, ok. C'est bon. Bah, écoute, non, oui, je vais peut-être dire 2-3 choses en complément. Enfin, d'abord, merci Thierry pour ce travail de bénédictin. Et effectivement, il y a de quoi faire. Alors, une première réflexion, c'est que quand même, la Chine tend des bâtons à tout le monde pour se faire taper dessus. Hein, parce que la Chine fait, tu l'as bien montré, mais fait quand même tout pour ne pas arranger son cas. Opacité totale sur les données. On l'a bien vu, il y a certains pays où on ne sait pas en fait hein, le montant de ce qui est dû à la Chine, ce qui est quand même un facteur extrêmement bloquant dans les négociations de restructuration de la dette en question. Bon, enfin, la Chine fait des tas de choses qui vont vraiment contre ses intérêts. Maintenant, si on regarde la mécanique de tout ça, je crois qu'il y a quelques éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que bon, tout ça est arrivé effectivement parce que la Chine a eu ce projet politique, mais aussi a eu le sentiment tout à fait justifié d'un vide et d'un retrait
de la part, on voit bien le système bancaire international s'est retiré hein, de l'Afrique pratiquement et ne prête plus à l'Afrique pour des questions de risque. La Chine y a vu une opportunité. Mais il y a aussi tout simplement un gap terrible entre les besoins de ces pays qui sont réels et les sources de financement possibles, puisque précisément les financiers occidentaux se sont largement retirés. Donc il y avait aussi ça. Donc la Chine est arrivée, mais il y avait aussi une demande pour ça répondait à des vraies questions et à des vraies problématiques. Et la Chine arrivait avec des réponses à ces vraies problématiques. Donc là, on a cette mécanique infernale qui s'est enclenchée. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Thierry sur l'analyse. Quand on regarde les raisons, enfin, les cas qui ont posé des problèmes, etc., c'est vraiment pas la peine d'aller chercher des théories du complot pour expliquer que la Chine aurait volontairement prêté trop pour que les pays puissent faire défaut, pour que les pays fassent défaut et que la Chine puisse mettre la main sur des actifs. Ça, c'est de la blague. Il n'y a pas besoin d'invoquer ce genre d'argument-là. Il y a des explications très simples et qui passent très souvent par enfin, un mélange d'arrogance et de manque d'expérience des banquiers chinois dans ce type d'opération, comme tu me l'as dit. Comme tu l'as dit, parce que les banquiers chinois, ils se sont lancés là-dedans, mais très franchement, les prêts aux pays développants, les prêts aux pays au développement, ils y connaissaient pas grand-chose, voire même presque rien, et c'est quand même très très risqué. C'est pas pour rien que la plupart des banques internationales se sont retirées de ce genre d'opération. Et donc là, ils y sont allés avec enthousiasme, mais pas avec beaucoup de professionnalisme. Et ça explique quand même une grande partie des problèmes. Alors, on peut aussi expliquer, on peut regarder les mécanismes du côté chinois, tout ça ayant été poussé très fort par très souvent des sociétés, des SOE, des sociétés d'État, qui voyaient dans ces projets une occasion de récupérer des revenus, soit en vendant les équipements, soit en les montant, en les construisant, etc., qui ont fait pression sur les banques chinoises pour que les banques les financent. Certaines banques étaient les banques publiques, enfin les banques publiques, les banques de développement chinoises comme China Development Bank, qui porte quand même le gros de ces prêts, ou la China Exim Bank, n'étaient soit pas en position de résister à ces pressions-là, soit elles n'en avaient pas envie, mais c'est elles qui sont retrouvées à financer le gros du truc. Les banques commerciales chinoises, c'est quand même intéressant à observer, ne sont pas si engagées que ça. Et moi, je sais de nombreuses conversations que j'ai eues avec des banquiers chinois, mais au sein pas les banques de développement chinoises, les banques commerciales. Ils étaient horrifiés. Ils n'avaient aucune envie d'y aller. Mais simplement, ils disaient, on est quand même obligé d'en faire un peu parce que c'est un projet politique, c'est une priorité, c'est le président Xi, et donc on est obligé d'en faire un peu. Mais très franchement, il y en a beaucoup qui n'avaient pas très envie d'y aller. Donc il y a aussi des mécanismes du côté chinois qui ont poussé à ça. Et ce n'est pas un hasard si ça se retrouve principalement dans les livres de CDB ou de China Exim Bank. Alors après, il y a un autre élément, c'est que on voit bien quand même tout cela à la fin, même si les données ne sont pas claires, etc., mais ça aboutit quand même à une catastrophe dont sont victimes, quand même malgré tout, aussi les pays en voie de développement eux-mêmes, parce que qui se retrouvent avec des dettes qui doivent restructurer, mais des restructurations qui traînent, parce que quand même il y a vraiment beaucoup de problèmes, les discussions entre la Chine, le Club de Paris, etc., etc. Bon, et en attendant, ils n'ont plus accès à des financements nouveaux. Et c'est un désastre aussi pour les banques chinoises qui ont prêté. Alors, si on regarde ça en prenant un tout petit peu de hauteur, on peut quand même avoir une idée des montants, grossièrement. Bon, on sait, en gros, l'ordre de grandeur, près de la Chine, pays en voie de développement, enfin, ordre de grandeur, hein, c'est 1000 milliards à peu près. Bon, même si la Chine, le chiffre n'a aucun fondement, mais même si la Chine devait perdre la moitié de ça, ce qui est probablement excessif, mais un problème à 500 milliards de dollars, personne ne veut d'un problème à 500 milliards de dollars, mais ça n'a pas de d'impact systémique pour le système bancaire chinois.
la Chine peut se permettre un problème à 500 milliards de dollars. Elle n'en a pas besoin, elle ne le souhaite certainement pas. Ça vient à un très mauvais moment, mais ça ne va pas faire sauter la banque, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, ça ne va pas faire sauter le système bancaire chinois. Voilà, alors après, derrière ça, si on regarde aussi les raisons pourquoi on arrive à ces blocages, etc., il y a aussi des affrontements qui sont très, enfin, idéologiques des deux côtés, mais il y a aussi des positions de la Chine qui sont très, très arrêtées. Bah, par exemple, sur le Club de Paris, le discours de la Chine vis-à-vis du Club de Paris, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce Club de Paris? Nous, d'abord, on n'en fait pas partie. Ça a été monté, enfin, nous, on nous a jamais demandé notre avis. Quelle est la légitimité de ce Club de Paris? On nous impose, enfin, on voudrait qu'on suive des soi-disant règles du Club de Paris, mais nous, on nous a jamais consulté sur ces règles-là, donc on ne se sent pas tenu par ça. Bon. Mais il se trouve qu'en poussant cette logique, qui peut s'entendre d'une certaine manière, c'est pas fou ce que raconte la Chine, mais la Chine agit contre ses intérêts, parce que les règles du Club de Paris, elles ne sont pas si mal faites que ça quand même. Et donc du coup, la Chine se met dans des positions impossibles et complique sa propre situation. Bon, commence un petit peu à s'en rendre compte, effectivement, et à essayer enfin, prendre des attitudes un peu plus coopératives, mais enfin, ça va quand même, ça va pas vite, hein, ça va même très, très, très lentement. Voilà, donc quelques remarques peut-être juste pour compléter Oui, je la voudrais présentation, qui est rebondir déjà sur très complète l'histoire de Thierry. oui, je voudrais rebondir sur l'histoire du Club de Paris. Effectivement, c'est assez. Un des économistes que je citais tout à l'heure, enfin chinois, disait qu'ils ne voulaient pas participer au Club de Paris parce qu'ils avaient peur de perdre la face, parce qu'ils ne comprenaient pas les mécanismes, d'une manière générale, de négociation pour les restructurations de la dette. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. Alors, ceci dit, depuis, ils ont utilisé le Club de Paris, mais pas en tant que Club de Paris. Hein, ils ont utilisé avec la Zambie le Club de Paris pour discuter. Mm. Parce que, et à ce moment-là, le club de Paris faisant un peu office de secrétaire. Mais la Zambie également, au début, a été très réticente. La réaction, c'était de dire, et ça, elle était soutenue en partie par la Chine, c'était de dire, mais on ne doit rien à la France, pourquoi irait-on à Paris? Mm. Donc, de manière générale, là, il y a une méconnaissance de ce qui se passe effectivement dans le Club Tout de à fait. Paris. Et d'autre part, dirons-nous que l'obstacle aussi, vraisemblable aussi pour la Chine, c'est que lorsqu'on va au Club de Paris pour discuter d'une restructuration, ça ne marche que si on se fout à poil. Mm. Ah Personne oui, ne oui, peut ce que la venir, Chine ne veut pas faire, bien sûr. que la Chine ne veut pas faire. Alors, par ailleurs, ce que je voulais dire aussi, les implications. L'autre jour, j'ai eu une discussion assez intéressante avec un Angolais. Qui me disait que, en fait, l'endettement de l'Angolais, ce n'est pas un endettement voulu par la Chine, mais c'est un endettement qui résulte, dirons-nous, d'intérêts privés chinois qui sont arrivés en Angola au début et que ça a déclenché la machine. Or, cette analyse-là, elle n'est pas forcément inintéressante dans la mesure où c'est le même personnage qu'on retrouve en Algérie, qu'on retrouve dans d'autres pays, hein, Pierre Falcon, au tout début. C'est Pierre Falcon qui a présenté, qui a introduit des acteurs chinois dans ces pays alors en Algérie, ils n'ont pas besoin de demander des prêts à la Chine, alors que la Chine, précisément, par l'intermédiaire de Pierre Falcon, proposait des prêts. C'était la grande période où il y avait des rentes d'hydrocarbures. Hein. Au Gabon, je sais qu'il y a eu aussi une action de Pierre Falcon, mais il y a eu dans d'autres pays francophones des arrivées d'intérêts privés chinois qui ont précédé hein, une action même des institutions chinoises. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été déterminant, mais c'est un facteur qui a pu aussi jouer. Parce qu'en ce qui concerne l'Angola, c'est quand même 30% de la dette chinoise, elle est angolaise. Hein, de la dette Oui, c'est un africaine, gros elle est morceau, oui. hein. Donc, et c'est une dette qui a une longue histoire et avec un grand nombre d'intérêts, enfin des intérêts chinois très très variés. Donc, ça peut être aussi un élément. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on peut assister, c'est si effectivement il y a un désengagement
des institutions financières chinoises, c'est que le poids des intérêts qui ne seront pas des intérêts d'État puisse se substituer. Quand je disais tout à l'heure, les entreprises vont agir pour leur propre intérêt et vont faire du crédit, vont faire du prêt. Ou du moins vont trouver les moyens pour organiser des financements. Et ça risque d'être encore plus dangereux dans la mesure où il y aura encore moins de contrôle. Merci à tous les deux pour cette discussion. Peut-être dans la salle, y a-t-il des commentaires ou des questions des autres? Moi, j'avais une question. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation et présentation à la fois différenciée, en tout cas en décalant le regard sur les discours qui sont menés autour de cette dette. Ce qu'on remarque, alors moi je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest et ce qu'on remarque en Afrique de l'Ouest, c'est quand même les conditions particulières de la créance chinoise, en tout cas de la dette, qui s'est pas faite dans les mêmes conditions que la dette vis-à-vis des pays occidentaux, et notamment vis-à-vis de l'intérêt que pourrait avoir la Chine ou ces pays occidentaux vis-à-vis à la fois d'une bonne gouvernance ou d'une transformation structurelle à mener dans ces pays afin de rendre plus soutenable finalement cette créance. Et par exemple, c'est le cas des postes d'assistants techniques, par exemple, qu'on a vu fleurir dans les années 60-70 et se maintenir finalement dans des logiques de bonne gouvernance. Et on n'a jamais vu apparaître finalement rattaché à une augmentation de la créance chinoise sur des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et finalement, dans ces créances-là, effectivement, il y a des contrats d'infrastructure qui sont parfois négociés parce que c'est aussi, comme vous le disiez, une vitrine pour les gouvernements africains, notamment au Sénégal, je pense au Stade, qui a été quand même une belle lumière pour le gouvernement sénégalais. Mais finalement, très peu d'insertion dans les secteurs de politique publique au sein même de ces pays, alors que dans ces arènes-là, on constate finalement beaucoup d'agences, que ce soit des agences internationales ou des agences bilatérales comme l'AFD, la Banque mondiale, le FMI, etc., etc. Et donc, il y a quand même, un autre rôle de la Chine, alors, qui peut être remarqué, et ce serait ma question. Est-ce que c'est simplement le faible intérêt économique, ou il y a quand même une position, on va dire une stratégie qui est de développer finalement des échanges commerciaux sans intervention, ce qui a été le discours, qui a été quand même le discours chinois, sans une intervention dans l'arène politique qui est de l'or laissée à la main des pays. Donc voilà, je ne sais pas comment ça peut, C'est une question qui est, discuter avec votre qui est présentation. très, très délicate à discuter. Le mythe de la non-intervention, on est en plein discours politique. Mais en même temps, il est vrai que la Chine répugne à avoir une action claire et suivie, ne serait-ce que parce qu'elle ne comprend pas. Dirons-nous que son appréhension de l'altérité est très, très limitée. Et même à la limite, elle refuse l'altérité. Donc, ça l'arrange de ne pas intervenir, de dire « je n'interviens pas pour des raisons idéologiques, hein, ce n'est pas la façon dont nous travaillons, mais en même temps, ça l'arrange pour des raisons purement pratiques, à savoir une méconnaissance totale du terrain et une absence d'appétence à connaître effectivement ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi une autre chose, c'est que ce qu'on appelle les conditionnalités appliquées aux pays africains, c'est le résultat et non pas une précondition. Au début, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'URSS, que ce soit la France, le Japon, ça, on a prêté. Et on s'est aperçu qu'on prêtant, ça n'avait pas les résultats que l'on pouvait escompter. On croyait qu'en donnant de l'argent, ça serait suffisant pour créer le boost et que les autorités seraient suffisamment honnêtes pour ne pas s'en mettre trop dans les poches.
À partir du moment où on a été obligé de constater que non seulement il n'y avait pas de les résultats positifs au niveau que l'on souhaitait, mais qu'en plus de ça, les pays, dans certains cas, étaient dans une situation très délicate, très difficile, il a bien fallu réfléchir à notre propre comportement et imposer des moyens de contrôle sur l'utilisation de ces fonds. Alors, donc, la Chine est arrivée au moment où on s'est dit, ben, ne serait-ce que pour les pays africains eux-mêmes, indépendamment de nos propres intérêts, hein, il faut que tout le monde obéisse à des règles. La Chine est arrivée à ce moment-là, avec le comportement que je viens d'évoquer. Et en ayant aussi la même croyance que nous avions autrefois, à savoir qu'il suffisait de donner de l'argent parce que c'est ce qu'ils faisaient en Chine. Hein. En Chine, quand il n'y a plus de croissance, on fait des infrastructures. Et on se pose le problème après. Aujourd'hui, commence effectivement à se poser le problème parce qu'on est arrivé à une limite. Mais de manière générale, il y a quand même eu des réflexions qui ont été menées. Alors, je ne sais plus quel ministre chinois, ou c'est peut-être même le ministre des Affaires étrangères qui, au Sénégal, a dit « on vous fait après parce que vous avez un comportement démocratique ». Donc, ça voulait dire déjà indirectement qu'il y avait déjà une évolution vers le comportement, une occidentalisation des approches pour dire les choses de façon péjorative. Et alors, ces conditionnalités, c'est donc le fruit de l'expérience. Et l'expérience que vit la Chine va forcément l'amener à réviser. Le seul fait déjà qu'elle ne distribue plus des crédits de façon aussi aisée, ben, ça veut dire qu'elle va mettre des conditions quelque part. Les conditions, ça peut être, oulala, le projet est trop grand. Donc, je vais faire des petits projets. Effectivement, si j'ai toute une petite série de projets, c'est plus facile de contrôler la rentabilité ou la faisabilité du projet. Et puis, si je perds moins. Indirectement, ce sont des conditions qu'on est en train d'instaurer. Donc, ça veut dire qu'il y a un apprentissage qui se fait. Moi, ce que j'ai toujours dit, et je le répète encore une fois, dans les relations entre la Chine et l'Afrique, celui qui apprend, c'est la Chine. Elle apprend à vivre avec l'altérité. Et tous les jours, elle est à l'école. Mais elle est à l'école avec des gens qui ne vont pas lui donner de claque. C'est quand même plus facile. Là, je vois que je provoque une réaction chez Philippe. Philippe, on t'écoute. Oui, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, parce que il y a le sujet de la conditionnalité, et la Chine, on voit bien quand même en général, ne demande pas trop, ne se préoccupe pas de la situation intérieure des pays auxquels elle prête. Mais il y a d'autres aspects de la conditionnalité et qui sont très importants pour les prêteurs chinois. Le premier, c'est par exemple, je mets qui que ce soit au défi de me montrer un prêt chinois qui ne soit pas allé pour financer une exportation chinoise. Non, ça, je suis d'accord, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Première chose. Et deuxième chose, il y a une attente très très claire quand la Chine fait des projets, finance des projets dans un pays, à ce qu'il y ait un alignement des positions de ces pays-là sur les positions chinoises en matière internationale. Vote à l'ONU, question de Taïwan, etc., etc. Donc, faut pas être, là, faut quand même bien avoir ça en tête. Hein. Oui. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Je m'étais simplement limité dans la réponse à ces aspects-là, mais je suis tout à fait d'accord indirectement. J'ai déjà dit ça tout à l'heure quand j'évoquais la clientélisation de l'Afrique à l'ONU. Ok, merci. Alors, moi, j'ai pas de questions très générales. J'avais des questions un petit peu au fur et à mesure de ton exposé. Mais en fait, la discussion que vous avez là, elle m'amène à quand même avoir une remarque générale. C'est-à-dire que finalement, si la question, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair sur les différents romans, parce qu'en fait, il y a plusieurs romans. Il y a le roman chinois, qui est d'ailleurs pas forcément unique. Puis il y a les romans occidentaux, etc. Donc, c'est d'y voir plus clair sur ces discours. Il y a quand même une question qui demeure et qui paraît malgré tout reposer sur quelque chose de solide, c'est la question de l'influence. La question de cette influence, elle reste posée et il semble qu'il y ait une influence politique, puisque tu posais ton exposé dans le domaine politique,
de la Chine sur les pays auprès desquels elle prête. Et ceci dit, ce n'est pas non plus quelque chose d'étonnant, puisque un autre prêteur aurait aussi de l'influence par le simple fait qu'il prête. La question qui peut se poser, c'est est-ce que cette influence est ex ante, c'est-à-dire l'idée soutenue par Philippe et avec laquelle tu sembles d'accord, que malgré tout, en prêtant, elle s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de contreparties politiques qui sont relativement claires parce qu'on les voit systématiquement se manifester objectivement. Mais deuxièmement, sans parler de théorie du complot, on peut aussi avoir une idée un peu opportuniste, c'est-à-dire de dire, enfin une idée de l'opportunisme, c'est-à-dire de dire, dans la mesure où le prêt a mis le pays en grande difficulté, la dépendance augmente, et pourquoi ne pas utiliser ce levier pour avoir un peu plus d'influence a posteriori. Ce n'est pas forcément ce que recherchaient les autorités, mais une fois qu'elles l'ont, on ne va pas forcément s'en dessaisir, et à ce moment-là, la question de l'influence devient posée dans de nouveaux termes, de l'influence politique dans de nouveaux termes. On peut aller un peu plus loin dans ce qu'on demande à son débiteur. Donc ça, c'était un peu ce point-là pour savoir si c'était quelque chose qui te semblait exagéré ou si ça te paraissait... Je suis, d'une manière générale, assez critique du comportement de la Chine, mais je n'ai jamais eu le sentiment d'une démarche qui serait de dire je vais profiter de l'endettement des pays africains, enfin, du caractère insoutenable de l'endettement des pays africains pour les influencer davantage. Que les prêts aient servi à se constituer une clientèle politique et donc à influencer les votes, ça, je suis tout à fait sûr de cet aspect-là. Mais je crois que la situation de l'endettement des pays africains aujourd'hui est beaucoup plus une charge que la Chine ne sait pas résoudre qu'un avantage. Et je ne pense pas qu'elle le ressente comme un avantage dont qu'elle puisse utiliser. Voilà, C'est parce que ça lui pose quand même des problèmes, non seulement des relations avec... Tu l'as bien montré. Oui, mais aussi non seulement avec les pays africains, mais avec les autres pays. À la façon de se positionner, c'est pas par ça qu'elle va réussir à, dirons-nous, s'affirmer, dirons-nous, discuter réellement à égalité avec les autres. Bon. Et elle va rencontrer également sur son chemin des pays comme l'Inde qui a beau jeu d'utiliser ça. Bon. Donc, je pense qu'elle a très bien compris que ce n'était pas son avantage et je ne pense pas qu'elle veut se mettre. Alors, encore une fois, il ne faut jamais dire que les choses n'arriveront jamais. Hein. Peut-être que ponctuellement, elle peut éventuellement le faire, mais dans l'absolu, je ne pense pas qu'il y ait de stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait un grand plan. Et d'une manière générale, je ne pense pas qu'il y ait, en dehors de cette volonté de se créer une clientèle, de grand plan général. Hein. Ou bien ce grand plan général, il ne concerne pas l'Afrique, il concerne l'Afrique dans un ensemble. Quand je pensais à la gestion des matières premières, l'Afrique, c'est un élément. Les pays, et à ce moment-là, c'est même plus l'Afrique, c'est quelques pays africains. Bon, donc de ce fait, alors ça fait aussi partie des gros problèmes que nous avons, c'est que généralement, on raisonne, on est amené à essentialiser l'Afrique, de même qu'on essentialise la Chine, alors que quand on rentre dans le détail, ben, c'est quand même souvent beaucoup à nuancer. Mais je crois que là, en l'occurrence, il y a une limite qui n'a pas été franchie. Il y a pas, il faut éviter aussi de diaboliser la Chine. Et alors, bon, je vais commencer par deux questions ponctuelles qui m'étaient venues en t'écoutant, mais je pense qu'en fait, on n'aura pas beaucoup de temps pour beaucoup plus. D'abord, est-ce que tu as eu une idée de la manière dont les auteurs que tu citais ont estimé les prêts, entre guillemets, occultes, enfin, disons, les prêts qui dépassent de très, très largement les statistiques officielles et qui semblent pouvoir être estimés, donc par quelle méthode? Et puis, juste une question très ponctuelle aussi, tu as mentionné dans tes diapos que la Chine était le 3e débiteur de la planète. Mais pour dire quoi? Parce que j'étais surpris par ce terme de débiteur. J'aurais pensé créditeur. Alors, non, elle est le 3e. Oui, mais pour montrer le quoi? 3e débiteur. Non, c'était de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. C'est pas le monde, c'est pas le même chose. Bon. Mais j'avais dit qu'elle était le premier pays endetté. C'est vraiment donc, c'était pour montrer qu'elle était dans une position très spéciale et qui pouvait, dirons-nous,
peut-être expliquer certains comportements et de la Banque mondiale et de la Chine par rapport à la Banque mondiale, sans que je puisse Aller plus loin. aller beaucoup plus loin. Bien, c'est un problème quand même de savoir que c'est le pays qui a la plus grosse dette de la planète. Hein. Bon, et c'est pas la dette des États-Unis, c'est pas le même genre de dette, hein, puisque en fait, ça résulte de prêts qu'elle a sollicités. Alors que les États-Unis n'ont pas cherché à solliciter un prêt, c'est parce qu'ils ont répandu du dollar, qu'ils ont voulu les conserver, que ça pose un problème. Bon, quant à la première, attends, répète-moi la C'était première. les méthodes d'estimation Alors, pour les méthodes comprendre alors, la partie disons immergée que- de l'iceberg. oui, oui. Alors, je ne reviendrai pas sur le travail de Carmen Reinhardt, mais disons que le travail qui a été mené à EdData, Oui. ils ont une base de données de contrats. Et ils les ont exploités, ils les ont lus pour voir ce qu'ils pouvaient en tirer. Et la conclusion de leur exploitation de ces contrats a été de dire que l'endettement devait être beaucoup plus important et que on devait avoir 50% en plus d'endettement occulte. Là, C'est l'exploitation de cette base d'information. Hein. Là, je fais appel à mes collègues parce qu'il me semble que Alice Saint-Dingue a été très critique sur cette base de données EdData sur l'Afrique. Oui, oui, mais en fait, Considérant qu'elle était très mauvaise. l'édition d'EdData, Brottingham avait fait Oui, tout le monde est tombé très, dessus, très, oui. très critique sur les résultats de cette première collecte des séries de projets, puisque justement les pays les plus investis par la Chine, les plus endettés, n'apparaissaient pas dans la liste, dans le top de EdData, quoi. Donc elle avait dit, là c'est vraiment très aléatoire, parce que c'était une méthode de collecte collaborative, où on a beaucoup comment dire, de contributeurs qui font remonter de près. Depuis, ça date peut-être de 2000, milieu des années 2010. Depuis, il y a eu des éditions de la base. La dernière vient de sortir en septembre dernier ou novembre dernier. Et ils ont fait que s'améliorer. Ils ont été piqués au vif et ils ont tout fait pour être beaucoup plus rigoureux. Et effectivement, c'est pas une base, comment dire, exhaustive, puisque c'est impossible. C'est pas en collectant les projets les uns à la suite des autres qu'on peut faire monter le stock d'informations, mais actuellement c'est la meilleure à jour et avec. C'est l'endroit où il y a un stock de contrats où on peut regarder. Et en plus, donc il vérifie à chaque fois par au moins 3 sources que tel projet a l'air d'exister. Et quand il n'existe plus, ils mettent une note, ce projet n'est plus en cours. Enfin, bref. Donc aujourd'hui, pour travailler sur la Chine dans son internationalisation, dans son financement, c'est ce qu'on a vu. Mais bon, en sachant les limites, mais on a la statistique publique est très répandue sur les projets chinois dans le monde. On a cette base et elle est très bonne. Enfin, en tout cas, elle est tellement riche qu'on s'en sert. J'ai entendu que le banque de développement de Chine qui emprunte plus d'argent que la Banque mondiale, c'est pas. Ça, je ne sais pas. Je suis incapable de dire. Les banques de développement chinoises. De Chine. C'est En Chine. la plus grande, comment dire, la banque dit politique, c'est ça, au développement, qui emprunte plus d'argent que la Banque mondiale. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc, c'est pas forcément impossible, mais disons que moi, je regardais ça à travers uniquement le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, je n'ai pas été voir davantage. On arrive un peu au terme de cette session. Est-ce que tu veux dire encore Alors, c'est simplement pour terminer, il y avait Clément Séguier qui avait posé une question et je pense qu'il il m'en voudrait si je ne la posais pas. Donc, vraiment pour finir, alors, sa question était, on évoque souvent la très faible internationalisation du yuan en se focalisant sur sa faible proportion dans les échanges, mais l'endettement vis-à-vis de la Chine n'est-il pas un vecteur plus important d'internationalisation du yuan, justement? Voilà, Vous voulez répondre? sais pas si c'est une... Alors, en fait, moi, je sais juste par rapport à EdData, dans les projets EdData, on a toujours dans quelle monnaie est libellé le prêt. Et par exemple, pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, le yuan arrive de manière exceptionnelle. C'est des prêts en général en dollars. Je pense que c'est une question dans la continuité de, voilà, de ce constat, cette observation. Je sais pour Amazon, mais pour l'Afrique. Non, je n'ai pas vraiment le sentiment que. Enfin, Philippe, voilà,
Philippe, à toi, je te Ah, passe désolé de t'avoir interrompu, Thierry, mais là-dessus, effectivement, l'essentiel de la dette aux pays en voie de développement de la Chine, elle est en dollars. La Chine a très très peu prêté en renminbi. Ceci dit, il y a quelque chose qui change, qui est en train de changer, et qui est effectivement lié au désir de la Chine de promouvoir les utilisations internationales du renminbi. Donc la Chine commence à en faire. Et la Chine, surtout, passe des accords de swap avec certaines banques centrales de pays en voie de développement et met à disposition de ces banques centrales du renminbi et reçoit en retour, hein, c'est le principe d'un swap, de la monnaie locale. Et en fait, ces opérations-là, qui sont des opérations de swap, qui sont souvent structurées avec des durées de 364 jours, etc., pour ne pas, ce qui fait qu'elles ne sont pas incluses dans les engagements, enfin c'est considéré comme des engagements à court terme, mais qui sont de facto renouvelés tous les ans. Mais ce n'est pas une très très bonne opération pour la Chine, parce que la Chine, par exemple, la Chine a beaucoup fait ça avec l'Argentine, et l'Argentine accumule du peso argentin. Enfin, pardon, la Chine accumule du peso argentin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire du peso argentin? Parce qu'il est clair que l'Argentine a quand même quelques difficultés pour repayer ses obligations. Mais sinon, à part ce type d'opération un peu particulière, mais sinon, c'est principalement du dollar. Disons que pour l'instant, on dira que compte tenu de l'importance qu'a le dollar, ce n'est pas dans l'immédiat que l'on pourrait avoir réellement un retournement de la situation. Ça prendra quand même pas mal de temps si jamais le yuan doit devenir, doit être un compétiteur. On en reste là, peut-être qu'il est plus de 20 heures. Merci beaucoup. Merci. Pour cette riche intervention. Merci à tous pour votre participation. Merci Philippe pour tes inputs aussi, qui n'ont pas été minces. Pour nous donner rendez-vous, notre prochaine séance aura lieu le 15 mai. Elle sera dans cette salle. Pour l'instant, je n'ai pas le numéro de la salle, mais elle sera à la Maison de la Recherche. Et ce sera Ilan Bisberg qui était en ligne au début de la séance qui interviendra. Je vous avoue que je n'ai plus en tête exactement le titre de son intervention, mais je pense que ça va concerner son livre sur la comparaison des systèmes de protection sociale en Amérique latine. Hein. Donc, voilà, je ne veux pas... Tout ce qui nous fait de la publicité pour le bouquin, Jean sous presse, un bouquin, L'Afrique et ses présences chinoises, qui est en fait c'est un travail que j'ai dirigé avec Xavier Oregon. Oui. Et disons qu'il y a un certain nombre de perspectives qui sont assez différentes de ce que l'on voit d'habitude. Ce n'est pas une remise en question, hein, mais des aspects dont on ne discute pas d'habitude. Bon, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, j'en profite pour rappeler un article que tu as écrit dans la revue de la régulation sur Afrique et Éthiopie et l'ININFO, le rôle de l'ININFO aussi, dont tu parlais tout à l'heure. C'est un vieux, oui, c'est un ancien, mais il m'est revenu à l'esprit quand tu as parlé de l'ININFO. Voilà. Ouais, il y a d'autres articles plus récents que tu as écrits sur la revue de la régulation, notamment sur l'histoire des premières zones économiques spéciales en Chine, qui sont absolument passionnantes. Merci beaucoup, Thierry. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci.